Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau podcast du laboratoire de la performance, le laboratoire de la force. Je sais même plus comment je vais appeler cet épisode de podcast. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode assez particulier parce qu'en fait, j'ai rien scripté, j'ai pas de thématique, je sais pas où est-ce que je vais aller. J'avais juste envie de discuter. Je me souviens même plus ce que c'est mon dernier épisode. Alors du dernier épisode Forcément. dont on a parlé, c'était l'épisode numéro 14 qu'on appelait le guide de la réhabilitation que j'avais effectué pour une personne qui avait besoin de comprendre certains concepts supplémentaires sur la réhab. Ok, donc c'était vraiment l'épisode 14 et l'objectif aujourd'hui, c'est de continuer à remplir la partie podcast, vous apporter un maximum d'informations et puis vous faire un petit topo. Donc là, le dernier podcast a été posté le 13 mai, donc ça date un petit peu, ça fait un petit mois. Donc écoutez, l'objectif c'est d'essayer de discuter. Là, il n'y a pas si longtemps que ça, je vais essayer de vous parler du petit guide que j'ai effectué et je vais vous le mettre dans la description. Vous pourrez aller le récupérer gratuitement sur l'entraînement par impulsion. Voilà. Et on va essayer de discuter un petit peu de qu'est-ce que c'est les impulses finalement, je pense, et un petit peu de comment est-ce que ça peut s'intégrer dans une réhab ou ce genre de choses. Mais avant toute chose, on va commencer à parler de qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps. En fait, ces derniers temps, en termes de nouveautés et de, comment expliquer, de ce que j'ai pu faire là dans mes dernières sessions, j'ai accompagné une des personnes que je coach en présentiel à faire un entraînement et à faire une compétition d'Irox. Donc on a fait notre premier Irox double, c'était en mai. Voilà, c'était il y a quasiment un mois. Très 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 belle compétition, très très belle course. C'est vraiment sympa, très bien organisé. Ça fait plaisir d'avoir des événements comme ça en France qui sont organisés avec autant de sérieux. Malheureusement, c'était l'Aerox de Lyon. On a eu une personne qui est décédée. Mais il ne faut pas oublier que finalement, en vrai, on en parle parce que l'Aerox est, comment dire, en montée, en croissance en termes de popularité. Et finalement, on oublie en fait que ça existe aussi dans le marathon, ça existe aussi dans les ultra trails, ça existe aussi sur les Ironman. Enfin, malheureusement, il y a des gens qui décèdent sur d'autres sports aussi, et c'est moins médiatisé parce que forcément, il faut prendre l'avenue de l'Aerox pour essayer de faire des vues et de l'audimat, et donc c'est vachement plus intéressant d'aller taper sur un sport qui est tout neuf. Après, j'avoue que quand même, il déconne un peu parce qu'il ne nous demande pas de certificat médical pour pouvoir participer. Par exemple, quand on fait des courses aussi en athlétisme ou la dernière fois j'ai fait un trail aussi, c'était le trail du Canton Vert, un 7 km avec 250 mètres de dénivelé, il nous demande quand même de faire le parcours prévention santé, qui est une vidéo qu'on va regarder pendant 5 minutes à peu près, sur les risques cardiovasculaires, ce genre de choses, et qui permettent de certifier sur le fait qu'on est bien conscient qu'il peut y avoir des risques d'hyperthermie, ce genre de choses, que si on n'est pas en bonne santé, il vaudrait mieux pas faire la course et plutôt aller voir un professionnel de santé. Et puis il faut être un minimum entraîné et que c'est un peu à nos risques et périls et qu'on prend le départ de la course en connaissance de cause de notre état de physique, de notre santé, quoi. Donc voilà, donc c'est quand même bien dommage, mais tout ça pour dire que ça s'est extrêmement bien passé. On a mis 1h32 pour effectuer l'Aerox. Donc voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, l'Aerox, c'est 8 km de course qui sont entrecoupés à chaque fois de stations. On a 8 stations du coup différentes. Et à chaque fois, on doit faire une station. Donc là, on a un ski erg, on a 1000 mètres de ski erg. Enfin, ça commence par 1000 mètres pardon, de course, 1000 mètres de ski erg, 1000 mètres de course. Après, on avait 50 mètres, je crois, de sled push. C'était un peu dur quand même à Lyon, parce qu'ils font 125 kg, et puis apparemment les pistes ont été étaient un peu difficiles, elles glissaient pas trop bien sur le sled push. On a encore de la course, après on avait le sled pull, ça c'était une catastrophe, j'ai galéré à faire ça. La corde elle était élastique, j'arrivais pas à tirer le chariot. Heureusement qu'il y avait mon binôme qui était beaucoup plus fort que moi sur ça, parce que moi j'ai galéré, c'était impossible. Autant les sled push c'était bien, autant le fait de tirer le chariot, j'ai trouvé ça super dur. En plus, dans la préparation, on n'a pas pu s'y entraîner. Donc c'était vraiment compliqué, je trouve, à effectuer. Derrière, on a encore un kilomètre de course, les burpees. Là, ce qui est bien avec l'Aerox Duo, c'est qu'on peut se répartir comment dire, les formats. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est plus fort sur un atelier, le duo peut l'effectuer. Enfin, l'autre duo peut l'effectuer. Et moi, du coup, j'ai effectué un peu plus de burpees. J'ai été cuit quand je suis sorti de la station. C'était vraiment dur parce que j'en ai fait quand même pas mal, je crois. Après, on a refait un kilomètre de course, forcément. On est passé sur le rameur. Alors ça, heureusement que mon binôme était là parce que j'étais vraiment claqué aussi. J'étais vraiment cuit en fait sur le rameur, ça m'a détruit. Et à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, sur les ergos, sur le ski erg et sur le rameur, j'étais persuadé que c'était 2000 mètres à effectuer. Et en fait, c'était que 1000 mètres à faire. Donc j'étais pas dans le même état à chaque fois. Derrière, qu'est-ce qu'on avait d'autre je crois on enchaîne sur les farmer walk, ça c'était très facile, station vide. Nous, on s'est un peu amusé et tout, machin, enfin, on déconnait un peu à ce moment-là.
Les fentes aussi, j'ai trouvé ça vraiment simple parce qu'on s'entraînait avec une barre en fait de base parce que j'avais pas de sandbag sur l'entraînement. Et là, c'est fait avec un sandbag de 20 kg. C'était vraiment facile les fentes. J'ai vraiment pas trouvé ça dur. Par contre, les wall balls, j'ai trouvé ça vraiment beaucoup plus dur qu'à l'entraînement. Mon binôme a trouvé ça beaucoup plus simple. Donc on finit avec 1h32. Je trouve que c'était vraiment une belle compétition. C'est bien organisé. Il y a des départs toutes les 10-20 minutes par vague. C'est plaisant, il y a des stands sympas. J'ai pu aller sur le stand Créapure où il y avait un concours de traction à effectuer au poids du corps. Donc pour la petite histoire, ils font des donations de l'eau à chaque fois. En fait, ils ouvrent le stand à 8h. Il y a un concours de traction jusqu'à midi. À midi, celui qui a fait le plus de traction, il remporte son petit lot. Et puis après, ils réinitialisent le tout et ils font le concours à 17h. Donc moi, je suis arrivé à 11h42. Il y a quelqu'un qui s'était pris en photo et tout, en mode waouh, j'ai fait 30 tractions et tout, vas-y, prends-moi en photo, je vais gagner, je reviens à midi. Moi, je passe en mode je vais arriver comme ça. Donc vous voyez que quand on me regarde comme ça, on se dit pas que je pourrais faire quelque chose parce que je suis pas très visible en termes en termes de performance, entre guillemets. Et puis je demande aux personnes si je peux essayer. Et donc aux personnes qui tiennent le stand, si je peux essayer, il me dit ah oui, oui, tu peux essayer. Donc il était là en mode bon, il va pas en faire beaucoup, tu vois. Et il me dit combien tu vas en faire de traction. Alors je lui dis ben, toi, combien tu penses que je vais en faire? Il me dit oh, il regarde mes bras, il me dit oh, tu vas en faire 15, entre 15 et 17. Je dis, ok, je trappe ma barre comme ça. Et puis je commence à faire mes tractions, donc bien strict, bien menton dessus de la barre, bien bras tendu. D'ailleurs, Dawai Sama est passé là-dessus sur ce truc, et puis finalement j'arrive à 32 tractions. 32 tractions, et j'ai pas forcé plus que ça parce que c'était un peu dur quand même, on va pas se le cacher. La 32e, elle était un peu comme ça. Mais, on va dire que j'aurais pu peut-être faire 35, et le but c'était juste de battre la personne juste avant. Je crois qu'elle en avait fait 30 ou 31, je me souviens plus. Donc voilà, donc l'objectif c'était ça, je l'ai battu, une traction ou deux, et au final j'ai récupéré mon lot, et après je suis parti. Bon, heureusement que je suis pas passé l'après-midi, parce que l'après-midi, il y avait des mecs qui tapaient des 35-40 tractions, donc c'était assez costaud. Donc, donc heureusement que je suis passé le matin, j'ai pu récupérer mon lot, c'était super sympa. Mais c'était plutôt drôle la façon dont ça a été abordé, dans le sens où en fait je payais jamais de mine, personne mise personne mise une pièce sur moi. C'est comme dans la nouvelle salle quand je suis arrivé, personne mise une pièce sur moi. Et puis finalement après quand je démontre un peu des performances ou que je suis pas là, j'y vais avec beaucoup d'humilité. L'objectif c'est pas me montrer pour me montrer, mais au bout d'un moment quand on me dit bon bah ok, tu fais combien en dips, tu fais combien en traction, bah ok, bah, je tire 65 kg. Alors c'est pas exceptionnel non plus dans le street, mais parce qu'il y a des gens qui tirent des 75, 80 kg dans ma catégorie de poids. Mais en fait, bon, pour monsieur, madame, tout le monde, ou même dans les salles de sport, ça commence à être intéressant. Notamment sur les dips aussi, j'ai jamais mis de coudière ou quoi, et j'étais arrivé à mon meilleur niveau à 97,5, donc quasiment 100 kg. Donc franchement, je pense que si j'arrive à un 100 kg sans coudière, sans coudière avec mon poids du corps, c'est vraiment pas mal. Ça serait vraiment pas mal. Bon, après, il y a toujours le squat qui pêche, vous vous en doutez. Mais voilà, donc c'était plutôt sympa comme anecdote à refaire. Voilà, donc là j'ai quelques personnes que je prépare pour le Marseille-Cassis, notamment mon binôme qui va faire le Marseille-Cassis. Donc ça sera très très sympa. Donc c'était un petit peu pour les news les news du jour. Je vous conseille de faire un Irox. Préparez-vous pour l'Irox. N'y allez pas en mode YOLO, c'est trop facile. Ok, c'était quand même difficile. C'est un effort qui a duré 1h30. Il faisait chaud. C'était ventilé, mais il faisait chaud. Il faut y aller avec ses efforts. On avait prévu de faire entre 1h20 et 1h30. On a fait 1h32. Bon, on en refera un deuxième. C'était notre première expérience. Personnellement, j'ai été un peu surpris sur les sled push et les sled pull, mais parce qu'on n'avait pas pu en mettre dans la préparation parce qu'on n'en avait pas. Et sur le reste, c'était plutôt bien. Donc, même sans matériel, on a pu faire quelque chose d'assez pertinent en termes de préparation. Je pense qu'il nous a manqué légèrement de volume de course parce que sur la fin, comment expliquer? Sur la fin, en fait, ça tirait. Mais par exemple, on a eu des entraînements, on a fait des entraînements, lui et moi, où sur les fentes, on avait des crampes. Et là, cette fois-ci, zéro crampe, ni sur les fentes ou autre, parce qu'on faisait tellement de volume qu'à la fin, ça crampait derrière les fesses, entre la course et les fentes, la course et les fentes. Et là, cette fois-ci, en faisant tout ce qu'on a fait, pas de crampes, pas de lourdeur musculaire ou quoi. C'était juste un peu, c'était dur, c'est un effort quand même, c'est éprouvant de ne pas s'arrêter pendant 1h30, parce que du coup, l'objectif aussi, c'était de ne pas s'arrêter, de ne pas marcher. On n'a fait que courir. Donc ça, c'était vraiment bien. Et donc, je suis vraiment très content qu'il ait pu faire ça avec moi, et très fier de mon binôme, et très content qu'il m'ait fait confiance pour sa préparation, et j'espère que ça va aller pour le Marseille-Cassis aussi. Et donc aujourd'hui, voilà, je ne sais pas trop de quoi je vais vous parler, mais je pense que je vais pouvoir vous parler un peu du guide sur les impulses. Alors les impulses, c'est plutôt
un entraînement orienté... en fait, je pense que c'est une étape qui doit arriver dans le développement de la mobilité. Parce que vous savez que moi, je parle beaucoup de développement articulaire, beaucoup d'étirements, beaucoup de contractions isométriques. Mais en fait, on ne pense pas au fait qu'il ne faut pas développer que les fins d'amplitude. Au bout d'un moment, quand on a développé les amplitudes, il va falloir les renforcer dans leur globalité, avec des profils de résistance différents, que ce soit dans des profils où on va venir étirer les tissus, où on va venir les raccourcir. Et après, il va falloir aussi, une fois qu'on a développé les qualités physiques, en fait, il y a plusieurs étapes. Une fois qu'on a développé... Comment vous expliquer ? Quand on arrive dans le développement de la mobilité, souvent, ce qu'on a sur Instagram, c'est les Pales et les Rails. Et moi, malheureusement, souvent, comme c'est ce que je communique aussi sur les réseaux, j'ai certains kinés qui font l'amalgame entre, oui, tu es un coach Functional Range Conditioning, donc la méthode Pales and Rails, alors qu'en fait, c'est pas que ça. Je suis plutôt un coach qui utilise FRC pour pouvoir, la méthode Functional Range Conditioning, pour pouvoir développer des amplitudes articulaires qui sont déficitaires chez mes clients, répartir les contraintes, améliorer un peu la qualité de mouvement, améliorer les afférences motrices, les informations qui remontent des articulations au niveau cérébral pour que le mouvement se fasse de façon plus fluide et sans douleur, entre guillemets. Mais quelque part, le tissu, il s'adapte. Donc en fait, ce n'est pas juste des Pales et des Rails. Il faut récupérer une amplitude articulaire qui est saine d'un point de vue étiré et d'un point de vue raccourci. Une articulation peut être influencée par les autres articulations. Donc il ne faut pas juste faire des Pales and Rails sur l'articulation qui fait mal. Il faut regarder en dessous, au-dessus. Une épaule, ça peut faire mal à cause des cervicales, ça peut faire mal à cause des omoplates, ça peut faire mal à cause d'un thorax, ça peut faire mal à cause d'une respiration qui est mal positionnée, ça peut faire mal à cause d'une hanche. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses. Ça peut faire mal à cause d'un pied. Enfin, c'est quand même assez complexe finalement. Il faut avoir et une vision micro sur l'articulation, sur le tissu cible, et une vision macro sur l'ensemble du corps humain et comment est-ce qu'il s'articule en fonction de la tâche et de la contrainte qui est demandée par rapport aux événements. Donc c'est quand même assez complexe et ça, il faut en avoir conscience et j'aimerais pas qu'on fasse l'amalgame qu'on me dise oui, tu fais juste du FRC, machin. Non, je me forme énormément sur le développement tissulaire, comment fonctionne la mécanotransduction, comment répondre les différents types de tissus, parce qu'on sait qu'un tendance est viscoélastique et que ça va répondre de façon différente si on le charge lentement ou si on le charge rapidement, si on le charge en fin d'amplitude, donc avec une position étirée ou pas. Donc c'est quelque chose qui est important. Si on met des rotations ou pas, comment est-ce qu'on fait pour développer un ligament ? Parce que en fait, ces tissus, ils sont là, et ça, si on le comprend, après, on peut adapter les contraintes. Et si on adapte les contraintes qu'on met sur les tissus, finalement, on peut les réhabiliter et créer du meilleur tissu. Donc en fait, les gens disent, oui, il ne faut pas faire du FRC à tout va, mais en fait, en soi, il faut quand même mettre en surcharge un tissu pour créer du nouveau tissu et améliorer les capacités, ou en tout cas réduire les contraintes. Donc bon, je ne sais pas pourquoi on s'amuse à se taper sur les doigts entre kiné, prépa physique et ostéo. On dirait qu'il y a certains kinés, ils ont la science infuse et le savoir du dieu absolu, alors que finalement, en fait, on devrait plutôt travailler ensemble pour essayer d'emmener les patients et les clients, entre guillemets, à leur meilleur niveau et pouvoir avoir une qualité de vie qui reprend pour qu'ils puissent faire les mouvements, plutôt que simplement de dire les codes, vous faites du FRC, vous nous volez notre travail, mais c'est pas l'objectif. Enfin, moi, j'ai pas la prétention de déjà avoir de la thérapie manuelle parce que il y a quand même, je pense, une importance, même si maintenant on est contre le fait, enfin, la science montre que oui, si je me masse le biceps, j'ai pas plus de biceps, donc j'ai pas un tissu de meilleure qualité, mais si ça permet pendant un certain temps de rentrer par la croyance de la personne et de dire ok, ça réduit mes douleurs inflammatoires entre guillemets pour pouvoir permettre un travail actif derrière, passons par le massage, même si ce n'est pas ce qui est le plus recommandé, entre guillemets. Ça n'apportera pas de résultats actifs, mais si ça me permet de faire de l'actif derrière parce que la personne a eu du passif avant, tant mieux. Donc voilà, tant mieux. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à mes dépens, entre guillemets. Il faut orienter les gens dans leurs croyances pour éviter qu'ils soient désorientés. On s'en fiche d'avoir raison, ce qui compte, c'est qu'on gagne, en fait. Je ne sais plus quelle est la phrase exactement, mais il me semble que c'est Kevin aussi qui le dit dans un de ses séminaires. Le but, c'est pas d'avoir raison, le but, c'est de gagner. Donc voilà. On s'en fiche d'avoir le dernier mot, en fait. On n'a rien à foutre de dire oui, en fait, il n'y a que l'actif, oui, mais en fait, machin. Non, si j'ai des résultats, que les gens progressent et que ça me permet voilà, les imbéciles cherchent à avoir raison, les gagnants cherchent à gagner. C'est Nassim Nicolas Taleb qui dit ça, et le but, c'est juste de gagner, en fait. On s'en fout d'avoir raison. Et gagner, c'est quoi? C'est le client qui est satisfait, qui peut reprendre ses activités, même s'il est passé par les massages, alors que les études scientifiques ils ont montré que il ne faut pas faire ça, maintenant il faut faire que de l'actif. Ouais, ok, pendant un moment on a trop fait de passif, peut-être que maintenant on fait un peu trop d'actif, et
autant rentrer dans la croyance de la personne. Si la croyance, elle est persuadée, même si ça me fait chier de dire ça, que le froid, ça l'aide, même si on sait que c'est délétère sur les tissus, eh ben tant pis, on rentre par là, et si ça nous permet d'avoir une éducation après de la personne et de lui faire comprendre que c'est peut-être pas le plus pertinent, ça peut permettre de manager un peu ta sensation de douleur, mais derrière ça va pas t'aider à avoir un genou de meilleure qualité et à pouvoir tolérer plus de contraintes, ça va faire son chemin et à un moment donné on va réussir. Mais si on rentre de façon frontale, alors il y a des gens chez qui ça marche je pense, il y a des gens chez qui ça marche pas et du coup on se heurte, et moi c'est ce que j'ai eu aussi, donc je pense que maintenant, dorénavant, si j'ai une personne qui me dit oui, nanana, ben moi, on me masse, ça me fait vachement du bien, eh ben, je vais plus lui dire oui, mais tu sais que le massage, en fait, ça sert à rien. Je vais dire ah, ben c'est cool que ça te fasse du bien, mais est-ce que derrière, tu arrives à intégrer des exercices qui te permettent aussi de te soulager et potentiellement de reprendre tes activités. Eh ben voilà, ça sera mon objectif d'orienter les personnes vers ça. En rentrant par leurs croyances et parce qu'ils pensent que faire, c'est bien. S'ils pensent ça, autant l'utiliser. Donc voilà, ça me permet du coup d'allier. C'est ce que je pense ils appellent les kinés la pratique EBP, finalement. Voilà, Evidence-Based Practice. Donc on utilise et la science, et les croyances du patient, et les facteurs externes, et les données. Enfin, il y a plusieurs trucs, je crois que c'est 3 grands cercles. Je vais me permettre de regarder sur. De toute façon, je fais ce que je veux, c'est mon podcast. Donc, Evidence-Based Practice. Voilà. Donc ouais, je crois que c'est 3 grands cercles, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais c'est basé sur la recherche et les évidences scientifiques, basé sur l'expertise et la pratique l'expertise pardon, et le jugement du professionnel, et au service de l'utilisateur, entre guillemets, en fonction de ses valeurs et de ses préférences. Et ça donne du coup l'evidence-based practice. Donc on est obligé de passer par les envies des personnes pour un peu leur apporter ce qu'ils ont besoin finalement. Donc voilà. Ça donne tout le contexte organisationnel, entre guillemets, et finalement, parfois, il faut passer par les croyances et pas rentrer frontalement pour pouvoir induire un changement. Et malheureusement, du coup, c'est ce qui fait, enfin malheureusement ou heureusement, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas travailler avec tout le monde. Voilà, donc bon. Ça, retenez cette phrase, les imbéciles cherchent à avoir raison, on s'en fout d'avoir raison, les gagnants cherchent à gagner. Donc quand on vient sur un post Instagram me dire gna gna gna, l'espace capsulaire ça n'existe pas, on s'en fout. Ce qui compte, ça n'existe pas, ok, la capsule elle est lâche en R2 si tu veux, et l'espace capsulaire ça n'existe pas. Mais en soi, qu'est-ce que je fais? Je donne de la compliance à la capsule, donc je redonne de l'espace, entre guillemets, je redonne de la mobilité. Et c'est l'objectif. Donc, ok, les termes ne sont pas exacts, mais est-ce que ça a changé la face du monde? Non. Est-ce que dans tous les cas, ça fonctionne pareil? Oui. Donc, qu'est-ce que ça fait? Merci d'avoir apporté ta contribution dans ma précision. Je deviendrai un meilleur praticien et je serai plus précis. Je parlerai de compliance capsulaire. Mais en vrai, je m'en fous. C'est quand même un espace. Ok. Et conceptuellement, c'est plus facile à comprendre espace de la capsule articulaire que compliance articulaire. Ok. Donc, voilà. C'est un abus de langage, mais du moment qu'on le sait et qu'on utilise les mots qui permettent d'être compris par le plus grand nombre, c'est le plus important. Donc voilà, donc tout ça pour dire que c'est une façon de rentrer, entre guillemets, la mobilité dans le travail, le développement articulaire, mais c'est pas la finalité. Si on fait que des pads et des rails et qu'on renforce pas les fins d'amplitude et qu'on redonne pas de la force et du contrôle moteur, finalement on donne plus d'espace qui ne sera pas contrôlé et qui emmène les personnes à être plus à risque. Donc l'objectif après derrière c'est d'apprendre à produire de la force, et si on a des sports avec de la vitesse, et je pense notamment au street lifting, et je crois que ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, où on a par exemple le muscle up qui nécessite du coup de venir tirer et de passer en rotation interne avec de la vitesse en fin d'amplitude de mouvement, ok, si on n'a pas cette capacité au niveau des tissus à tolérer cette vitesse sur la transition, malheureusement on peut être sujet à certaines blessures, notamment quand on a de la vitesse en position d'étirement. Et donc c'est qui? C'est les tissus conjonctifs qui vont prendre le relais. La capsule articulaire, les ligaments, les tendons. Ok, on est en fin d'amplitude avec de la vitesse, il y a une déformation qui est importante, on met de la charge en plus. Donc il faut pouvoir préparer ces tissus-là, et c'est là où l'impulse par exemple peut être un outil à utiliser. Donc c'est pas la première étape, parce que dans la première étape, et si on regarde le continuum force-vitesse, alors je vais essayer de vous sortir un continuum force-vitesse dans un de mes documents. Je ne sais même pas si vous voyez l'écran, tant ce que je fais ça sert à rien. Mais en gros le continuum force-vitesse, attendez je vais aller chercher là, si j'ai le bon continuum force-vitesse, c'est un peu, ouais ça serait un peu ça. Ce serait un peu ça, on va dire.
Bon, je vais vous sortir l'image que j'ai en tête, je sais où la trouver. Je sais dans quel document, parce que je connais mes documents, forcément. Je sais dans quel document la trouver. Et en fait, le continuum force-vitesse, c'est ce qui vous permet d'avoir une progression sur les exercices. C'est-à-dire qu'on sait que la plus petite contrainte qui peut être appliquée sur le corps pour créer une adaptation, ça va être de l'étirement. D'accord? Et donc l'objectif, c'est que si on ne peut pas mettre de mouvement concentrique et excentrique parce que ça crée des forces de cisaillement trop importantes et ça entretient l'inflammation, entre guillemets, eh bien on va être obligé de passer par soit un étirement, soit une contraction isométrique proche de l'angle douloureux qui va permettre petit à petit de tolérer de plus en plus de force, okay, sur une amplitude articulaire qui est de plus en plus grande. Et donc ici, bon ben ok, ici forcément, quand on regarde le continuum, ce qui compte, c'est qu'on commence cette partie au milieu sur la partie isométrique ici, d'accord? Et au fur et à mesure, on va devoir intégrer et de l'excentrique lent, puis ensuite on va aller vers du excentrique et concentrique, donc ici, mais forcément on va jouer avec les niveaux de force. Donc là on a un niveau de force qui est, on va dire, sans rapidité entre guillemets, et qui va être au milieu entre le concentrique et l'excentrique, mais en soi ça serait des niveaux de force qui vont être plus bas que 100%, parce que là c'est que du 100% en fait. Là au plus on est là, au plus la vitesse est basse, mais au plus la vitesse est basse, donc au plus on est sur quelque chose de... Comment expliquer? Non, au plus on est là, pardon, au plus la vitesse est basse, et au plus on est là, au plus la vitesse est haute. Donc au plus la vitesse est haute, au plus la contrainte en concentrique est minime. Mais par contre, au plus on va se rapprocher là, au plus ça veut dire qu'on met lourd, parce qu'en concentrique, ça veut dire qu'on va être sur quelque chose de très très lourd. Donc si on est sur quelque chose de très très lourd, le mouvement concentrique va être très très lent par définition. Et donc si on est extrêmement lourd, on sera en isométrie. Mais forcément, on ne va pas reprendre par là sur la réhab. Donc, enfin bref. L'idée, ça va être d'aller faire de l'isométrie, de l'excentrique lent, du concentrique lent et enfin de l'isotonique, comme ça là, lent. Une fois qu'on a fait du lent, on va repasser en isométrie. Et sur l'isométrie, c'est là où on va appliquer de la vitesse. Et c'est ce qu'on appelle de l'isométrie dynamique ou balistique, vous l'appelez comme vous voulez, où l'objectif c'est du focus RFD. Donc chercher à contracter très très vite pour développer de la vitesse sur des fins d'amplitude, que ce soit dans la position étirée ou dans la position raccourcie. Okay, pour apprendre au tissu à générer de la force. Une fois qu'on a fait ça, ensuite on va réintégrer ce qu'on appelle des catchs. Donc ça va être, j'ai une charge comme ça, je la lâche et je dois la rattraper et la freiner. Et juste la rattraper. Du coup, ce mouvement-là, c'est un mouvement excentrique avec une charge qui va s'appliquer là. Okay, donc on peut commencer dans un mouvement un peu plus petit et petit à petit on peut le faire en fin d'amplitude de mouvement aussi pour pouvoir progresser. Puis une fois qu'on a fait ce catch, on va chercher à faire quoi? On va chercher à faire des rebounds. Donc on intègre la partie concentrique. Donc on a fait isométrie rapide, isométrie balistique, pardon, ou isométrie dynamique, pam, 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 je monte très vite en force. Ensuite, on lâche et on rattrape, donc ça fait de l'excentrique rapide. Et ensuite, on va pouvoir faire excentrique rapide, concentrique rapide, tatac, tatac, tatac. Ou de la survitesse, avec un élastique qui nous tire et on doit rattraper, par exemple. Parce que plus on va aller avec de l'excentrique rapide, en plus on aura des forces, des niveaux de force qui sont élevés. Donc voilà, entre guillemets, c'est un petit peu ça l'idée à remettre en place. Et les impulses, en fait, ils vont se retrouver dans... Alors déjà, pour vous montrer ce que c'est un impulse, si je l'ai... Un impulse, c'est avec une corde, entre guillemets, et l'objectif, ça va être de venir tendre la corde et bloquer l'articulation dans un angle très précis. Ça va nous obliger à absorber de la force. C'est un petit peu comme ce qu'on appelle un drop jump, c'est quand vous partez d'une boxe et que vous sautez dans le vide et que vous devez absorber la force. Vous avez soit la capacité, soit l'intention d'être compliant, donc de vous déformer complètement, soit l'intention d'être raide et de ne plus bouger. Et bien là, en fait, c'est exactement la même chose, mais appliqué à une articulation et à un angle très précis, que ce soit en position raccourcie ou en position étirée. Okay, si je reprends mon exemple de la rotation interne de l'épaule, ben je peux le faire en étant sur les rotateurs externes, mais ici, dans leur position raccourcie, donc avec une sangle qui me tirerait comme ça et clac, clac, ou en position étirée, avec une sangle qui viendrait du bas et clac, 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 et je viendrai chercher à monter le plus vite possible. Okay, et donc ça n'aura pas les mêmes effets, sachant que du coup on a accès au tissu conjonctif quand on est en position étirée. Si je me mets ici, ben, du coup je vais venir entraîner ma partie tendineuse, et c'est comme si je faisais des drops à chaque fois. Donc c'est assez intéressant parce que finalement, on a ce concept de raideur et de développement de la force avec de la vitesse sur des fins d'amplitude de mouvement qui peut être appliqué sur toutes les articulations. Donc c'est vraiment un outil très important et très intéressant. Et en fonction de l'intention qu'on va mettre, on va soit pouvoir développer la force, soit pouvoir développer le RFD en voulant aller très très vite. Donc c'est assez intéressant. Et on peut le faire avec beaucoup de volume
et une basse intensité, et c'est ce qui est conseillé pour pouvoir développer des nouveaux tissus et s'exposer progressivement aux stimuli, et pour finir sur des hautes intensités avec un volume qui est plutôt bas. Voilà. Et à la fin, du coup, vous avez dû voir passer ces fameuses isométries oscillatoires. Ben, finalement, c'est ce qu'on peut faire, un petit peu partout. Alors, je ne sais même pas si ça existe, isométrie. Ça, en général, c'est ce qu'on voit chez Absolute Strength Sports. Ah ben voilà, par exemple, là, on a aussi Motion Therapy Expert qui le fait. Et on a Monsieur Training de Monsieur, je sais plus comment tu t'appelles, excuse-moi, Thomas de Training Therapy, il me semble. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'isométrie oscillatoire. Donc en fait, on a un poids qui va venir jouer sur la neurologie et un élastique qui va venir tirer pour faire en sorte de résister au changement de direction, entre guillemets. Donc on intègre et de la force et de la biologie, entre guillemets. Donc et de la neuro et de la biologie. Donc c'est assez intéressant. Parce qu'on a le tendon qui doit résister, entre guillemets, tendon, muscle qui doit se contracter pour résister à la déformation qui est induite par le poids. Et on doit résister au poids aussi, entre guillemets, d'un point de vue neuromusculaire. Donc voilà, c'est assez intéressant à mettre en place, moi je trouve. Vous en saurez un peu plus si vous allez sur ce compte Instagram là, qui est Absolute Strength Science. Alors, Absolute Sport Science, voilà. C'est eux les grands pas fondateurs de l'isométrie oscillatoire, mais voilà, par exemple, là, on est sur quelque chose où finalement le corps fait office de poids et le fait d'utiliser du coup les élastiques permet de faire de l'isométrie oscillatoire. On a monsieur John Quint, très intéressant. Donc je vais écouter un petit peu après, ça je ne l'avais pas vu par exemple. Et je pense que c'est intéressant parce qu'on est vraiment entre de l'isométrie overcoming, on va pousser contre quelque chose qui est pas déformable, et de l'isométrie yielding. Vous voyez que c'est assez cool parce que finalement il va venir bloquer, il va laisser l'hyperarm bouger. Et ça fait en fait une sorte d'impulse, sauf que c'est pas raide. Donc ça vous oblige à résister à la charge et en même temps à avoir ce truc d'anti-déformation. Donc c'est vraiment cool. Tu peux jouer avec la capacité entre guillemets neurologique et la capacité tissulaire, en plus d'induire ces sortes de changements de direction sans mouvement, avec du temps sous tension pour induire des adaptations sur les tissus, passer ce qu'on appelle le stress shielding si jamais il y est, et ça permet de remettre entre guillemets de la vitesse en interne, moi je trouve. Ou en tout cas du changement de direction, cette capacité d'absorption avant de passer vers vraiment des outils qui sont beaucoup plus rapides. Il y avait aussi cette partie-là par exemple. Et quand on appelle Reactive Strength, au final c'est ce qu'on appelle RSI. Hein. Donc c'est le Reactive Strength Index qu'on utilise beaucoup notamment lors des sauts pour voir cette capacité tendineuse du tissu conjonctif à absorber la force et la redonner très rapidement. Eh ben, c'est un petit peu ce qu'on apprend ici à faire finalement. Mais sur d'autres articulations et pas forcément avec des sauts. Donc je trouve ça assez intéressant. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez mon écran, et au pire, tant pis. Au pire, tant pis. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Si jamais vous avez besoin de compléments alimentaires, vous n'hésitez pas. J'ai aussi un code promo que vous trouverez dans la description chez NutriPure qui vous offre 10% sur votre première commande. Ça peut être une façon de simplement prendre soin de votre santé et avoir des compléments alimentaires de qualité. Moi personnellement, attendez, je les ai là, je vais vous les montrer. J'ai du magnésium ici, bisglycinate. J'ai des nootropures aussi, ça c'est pour la partie concentration. Quand on a des vies aussi prenantes que la mienne, c'est pas vrai. On a besoin de se concentrer. De la vitamine D parce que c'est très important. Et c'est tout ce que je prends, je crois. Et des oméga 3 aussi, mais ils sont pas ici. Voilà. D'ailleurs, ça m'étonne qu'ils soient pas ici, parce qu'ils sont là-bas. Donc très très bien, c'est vraiment très bien. Là, j'ai refait une commande avec déjà les barres protéines qui sont sorties. Barres protéinées qui me font pas mal au ventre. Punaise, mais qu'est-ce que c'est bien ça d'avoir des barres protéinées qui font pas mal au ventre. Parce qu'en général, les barbelles et autres et compagnie, il y a sucralose, maltodextrine et aspartame et tout le tralala. Mais la maltodextrine, non, c'est pas maltodextrine, pardon, c'est le... comment il s'appelle ce sucre là-bas? Attendez, on va regarder la composition des barbelles. C'est... comment il s'appelle ce truc là qui me défonce l'estomac. Moi, ça me flingue complet, j'ai arrêté d'en acheter parce que juste, en fait, elles sont super bonnes, mais ça me détruit vraiment. Ça me détruit l'estomac. Je peux plus les manger ces barres.
C'est dommage parce qu'elles sont super bonnes, mais elles sont pas bonnes pour moi. Ah, le maltitol, pardon. C'est ça, c'est le maltitol. Ça me défonce. Polydextrose, ça me défonce. Xylitol, ça me défonce. En fait, après, je passe ma vie aux toilettes. Et finalement, ça me détruit le microbiote, quoi. Donc, ce qui est bien avec les barres de chez NutriPure, c'est qu'il n'y a pas ça. Donc, elles sont moins protéinées, ok, entre guillemets. Et encore, ça dépend lesquelles. Parce que là, celle-là, par exemple, elle est à 16 grammes de protéines. Mais il y en a chez Barbell qui sont un peu plus chargées. Et franchement, bah, elles sont super bonnes, mais c'est des produits ultra transformés. Et malheureusement, ça me détruit l'estomac. Donc bah, je ne peux plus acheter, je ne peux pas les manger, celles-là. C'est pas possible. Voilà, celle-ci par exemple a 20 grammes de protéines. NutriPure, ils ont réussi à faire une barre protéinée qui fait environ 17 grammes de protéines. Et elles sont... Alors ok, elles sont moins bonnes d'un point de vue gustatif, mais elles sont vachement plus naturelles. Ok, 17 grammes de protéines d'œuf et de collagène. C'est franchement, j'en parlais avec un client où, pour la petite anecdote, il a acheté 150 barres protéinées d'une marque qu'il a trouvée sur Amazon. Je lui ai dit, fais attention, tu aurais dû, un, tester le goût, et deux, voir si tu les tolères bien d'un point de vue digestif. Il a acheté les 150 barres, il en mangeait 2 par jour. Il m'a dit, mais c'est pas possible, je passe ma vie aux toilettes. Donc, c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais ça n'existe pas en fait une barre protéinée qui n'a pas de xylitol et de maltitol qui fait mal au bide et qui apporte les protéines. Et 2 semaines après, NutriPure a sorti ça, sans que je leur en parle. Et moi, je m'étais dit, ben, en fait, si ça n'existe pas sur le marché, il faut le créer. Ben, ils l'ont créé avant moi. Donc voilà. Donc dedans, vous trouverez de la poudre de blanc d'œuf pasteurisé, purée de noix de cajou, miel, pâte de pomme, collagène hydrolysé, pépites de chocolat noir, pardon, sirop de yacon, poudre de cacao, éclat de fèves de cacao. Ça reste quand même plus sympa. Amandes blanchies, ça reste quand même plus sympa. Et je crois que pour comparer, en vrai, si je compare par exemple celle-là, je sais pas, j'ai pris ça au hasard. En termes d'information nutritionnelle, je crois que c'est vachement mieux. Parce que là, par exemple, pour Barbell, on est à 217 calories pour 11 grammes. On a 11 grammes de matière grasse, 16 grammes de glucides et 16 grammes de protéines. Attendez, hop. On va faire comme ça. J'ai aucune idée On va regarder. Donc pour une barre chez Barbell, on est à 11 grammes de matière grasse. Alors que chez NutriPure, on est à 7,1 grammes. Pour les glucides, on est à 16 chez Barbell et on est à 14 chez NutriPure, mais on a plus de sucre, du coup, forcément, puisque y a le sirop Diacon, mais il n'y a pas le maltitol et le xylitol et autres. Donc, ce n'est pas des substituts du sucre. Donc, forcément, vous n'allez pas avoir mal au bide. On a moins de fibres alimentaires, mais bon, voilà. Par contre, on a autant, voire même plus de protéines, 17 grammes de prot, et on est moins salé. Et par contre, sur celles qui sont plus protéinées, ça serait intéressant de voir aussi. Je crois que c'est les originales, c'est ça? Ouais, c'est les originales. Par exemple, la Barbell, celle-là, la white chocolat allemande, elle est excellente, mais elle me détruit l'estomac. Voilà, 20 grammes de prot, 3 grammes de fibres, 16 grammes de glucides, et du coup, on est à 1,2 g de sucre, mais on est blindé, donc protéines de lait, maltitol, sucralose, acésulfame K. Ça rend la barre super bonne, mais ça te détruit. Huile de tournesol. On est quand même à 8 grammes de matière grasse, donc on se rapproche un peu de NutriPure. Mais effectivement, là où ça fait vraiment la différence, c'est sur la partie du sucre. Et donc le sucre, entre guillemets, qui est apporté par la barre protéinée de chez NutriPure, c'est lié au miel, à la pâte de pomme, sûrement aux pépites de chocolat noir parce qu'il y a du sucre de canne dedans, aux amandes blanchies hachées, au sirop Diacon, mais ça reste assez contenu et on reste quand même un peu moins calorique. On est à 192 kcal pour une barre. Pour 17 grammes de protéines, ça reste acceptable. Pour 200 kcal pour une barre chez Barbell et 20 grammes de protéines, mais vous allez passer votre vie aux chiottes et c'est pas l'objectif. Donc voilà, de base, une collation, c'est fait pour être pris de façon rapide. Ça doit être sympa à manger et ça doit pas être quelque chose qui vous détruit l'estomac en plus. C'est parce que, hormis ça, le fait que vous ayez mal à l'estomac, après vous avez un système immunitaire qui devient poreux, vous avez des petites bactéries ou autres qui peuvent passer un peu plus la barrière entre guillemets de la paroi intestinale, et après vous tombez malade, quoi. Donc c'est très simplifié, je ne suis pas expert nutrition, mais c'est dommage. Donc si vous pouvez essayer de ne pas dérégler votre microbiote qui va du coup influencer quand même pas mal de choses après dans vos vies, évitez.
Voilà. Donc moi, j'ai fait le choix maintenant de passer par, par NutriPure. Et du coup, vous avez moins 10% sur votre première commande. Voilà. Si vous voulez me soutenir, vous avez le code dans la description, passez bien par le lien. Sinon, c'est Cava Théo à rentrer. Ça vous offre moins 10% sur votre première commande. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si jamais aussi vous avez besoin d'un accompagnement en ligne, n'hésitez pas à remplir le formulaire de coaching ou à m'envoyer un message sur Instagram. Je serai ravi de pouvoir déjà vous aider et vous orienter vers soit vers un professionnel compétent si je ne peux pas vous accompagner parce que votre problématique est hors de mes compétences, soit de prendre un appel avec vous pour discuter. On prendra le temps qu'il faut, 1 heure et demie, pour déjà faire l'antécédent des blessures, l'anamnèse complet, voir quels sont vos objectifs, vos disponibilités, combien ça coûte, qu'est-ce qui est inclus dedans. Voilà, tout ça, on prendra le temps qu'il faut pour pouvoir essayer de discuter un maximum et d'avoir un coaching humain. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt.